Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. La semaine passée, je vous proposais un entretien marquant la détermination et l'impatience de Chloé Valentini de disputer le quart de finale de Champions League face au CSM Bucarest. Et bien depuis, les Dragons ont remporté ce premier volet dans un affrontement très solide samedi dans des arènes chauffées à jaune pour l'occasion. Se disputera un match retour qui se voudra le plus éloigné du cauchemar d'il y a un an. Dans cette semaine particulière, il nous fallait un invité exceptionnel et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Crumbles. Bienvenue Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Un plaisir. dans cette semaine sur ce plateau. Alors forcément, quand on est sélectionneur, on a un œil particulier sur ces rencontres, que ce soit le quart de finale de Metz Handball contre le CSM ou même les matchs qui vont arriver bientôt. Ah oui, grande joueuse, grand match. Et c'est sûr qu'entre Bucarest et Metz, c'est passionnant pour nous parce qu'on a beaucoup de joueurs, on a quasiment la moitié de l'équipe de France sur ce match. Et pas des moindres, donc pour moi c'est très très intéressant. On va avoir l'occasion en tout cas d'en parler tout au long de cette émission, également avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Bonjour tout le monde. En forme Rémi ? Ouais, très en forme. Après une victoire au match aller, on est plus en forme. Forcément. Et il y a également avec nous Arthur Carmier du média Let's Gomez. Arthur, toi tu étais à l'entraînement toute la semaine, tu es à fond. Effectivement, à fond. On a vraiment hâte de parler de ce match et d'y être surtout. C'est ça le plus important. C'est ça, il va y avoir une belle ambice. C'est aussi un des sujets qu'on va évoquer. En tout cas, les présentations sont faites. Je vous livre le sommaire en quelques mots. CSM Bucarest, Brest, Jeux Olympiques, et plus si affinité. On démarre avec la première mi-temps. Et nous allons revenir bien sûr sur le bon résultat de Metz Handball en Roumanie. Mais avant cela, je vous propose de commencer par jeter un œil aux résultats des matchs allés de cette Ligue des Champions. Il y a eu de très très beaux affrontements. Vous allez le voir, le FTC Raicargo Hungaria s'est incliné d'un tout petit but à domicile face à Esbjerg. Rien n'est fait dans ce duel. Vipers Kristiansand a subi la dure loi de Győr en s'inclinant à domicile de 7 buts. Le triple champion en titre n'a jamais été aussi proche de ne pas accéder au Final Four. Un duel des géants forcément oblige. Et c'est peut-être l'outsider à ce niveau de compétition. Bietigheim a réussi son match à domicile en venant à bout d'Odense. Il faudra désormais préserver les 4 buts d'avance à l'extérieur. Rémi, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces premiers résultats de Ligue des Champions ? On peut s'attarder sur Bietigheim, qui serait peut-être l'équipe un petit peu surprise de ce Final Four. Et puis, moi, je m'étais félicité de voir Vipers contre Győr, en sachant que ça ferait un mastodonte en moins en cas de qualification de Metz Handball pour le Final Four. Peut-être que cette fois, Vipers va pas faire sa traditionnelle, pas surprise, parce qu'on a l'habitude maintenant, mais on sait que c'est une équipe qui a du mal à peut-être, au cours de la saison régulière, comme le Real Madrid en football, et qui est montée en puissance, on va dire. Et qui, à chaque fois, sur les dernières semaines de compétition, est la meilleure équipe d'Europe. Peut-être que cette fois, ça va être compliqué, même si ne les donnons pas pour mortes avant le match retour. Il faut s'attendre peut-être à un sursaut, on va voir ce que ça va raconter. Alors ça ne nous a pas échappé, j'ai encore pas parlé d'un résultat, c'est parce qu'il va nous occuper pendant cette première partie d'émission. Metz Handball s'est imposé de 3 buts face au CSM Bucarest. Et là je suis obligé de me tourner vers notre invité. Nous avons eu un sacré match aller, et en plus avec beaucoup de Françaises dans le lot. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était un match de très haut niveau avec 2 grosses défenses. Et des attaques qui se sont peut-être un peu moins bien exprimées que dans d'autres matchs plus faciles. Mais ça fait un match très solide, pas forcément brillant tout le temps, mais un match très solide. Ce qui peut inquiéter peut-être, c'est que Bucarest est un peu passé au travers. Certaines filles sont passées au travers. Ça m'étonne un petit peu parce que j'avais vu leurs 4 derniers matchs. Ils avaient joué 4 matchs en une semaine et ils avaient été plutôt bons. Ils avaient gagné la coupe. Ils avaient battu Bistrița, ils avaient battu Vilcea. Mais là, ils étaient moins bien. Nettement moins bien. On a senti dans les déclarations d'après-match qu'il y avait une volonté de faire mieux. Il y a des choses qui avaient été repérées et qui n'ont pas pu être appliquées. C'est une équipe qui avait essayé de montrer aussi un autre visage sur le match retour. Il y a quand même beaucoup de joueuses de Bucarest qui n'ont pas été bonnes. Et qui ont les moyens de faire certainement mieux. Maintenant, ce collectif, il est tout à fait particulier parce qu'il y a une joueuse particulière dans cette équipe qui est Christina Neagu. Avec elle ou sans elle ? Voilà la question. Il y a des moments où on a la sensation, j'ai vu des matchs où elle ne jouait pas du tout, où Bucarest, CSM avait été excellent. Donc là, il y a une vraie question, mais une vraie question sur tous les postes d'arrière. Les postes se sont doublés et il n'y a pas de leadership réel sur les postes, contrairement à ce qui se passe à Metz Handball. Où à Metz Handball, il y a un vrai leadership de certains arrières et c'est beaucoup plus facile pour les joueuses de s'exprimer dans ce cadre-là.
Alors que lorsqu'elles sont totalement en concurrence, qu'elles ne savent pas si elles sont numéro 1 ou numéro 2, c'est plus complexe. Alors on l'a dit, il y a aussi beaucoup de Françaises dans ces deux équipes. J'ai un petit peu fait le compte. J'ai pris en compte toutes les joueuses qui ont porté le maillot bleu récemment. Il y en a un petit peu plus que ce qu'on a vu sur le mondial notamment. Du côté de Metz, on a Chloé Valentini, Sarah Bouktit, Emma Jacques, Lucie Granier, Jess Chambertin, Atadou Sako, Camille Depuiset. Du côté du Tchessémé, il y a Grazadi, Laura Flip, Laura Gloser. Ça fait quand même déjà un joli lot de Françaises, de candidates aussi pour les Jeux Olympiques. En tant que sélectionneur, on regarde ça à la loupe. Oui, bah, c'est le moment de se montrer. Hein. C'est le moment de se montrer. S'il fallait leur mettre la pression, maintenant c'était... Je vais sortir la liste de celles qui vont participer à la préparation olympique à Cap-Breton vers le 15 mai à peu près. Quelques jours de réflexion après le match du 8 et puis après on sortira la liste. Donc c'est le moment de faire des matchs, des grands matchs. C'est des matchs à enjeu, c'est des matchs d'un très haut niveau. Et bien évidemment que ces performances-là dans ce type de match comptent plus que les performances contre les petites équipes du championnat. Arthur, revenons sur le match. Bucarest, c'est une équipe qui s'adapte très bien en général. Sur le tour précédent, elles avaient su totalement bloquer le jeu en transition de Cri, mais ça avait été une vraie domination. Là, sur ce premier match contre Metz Handball, elles ont su trouver des moyens de gêner les Dragons, même si, comme Olivier l'a dit, ça a été un match un peu compliqué pour certaines joueuses, mais c'est une équipe extrêmement dangereuse. Ouais, effectivement, j'ai eu le sentiment sur ce match qu'on avait vraiment deux équipes qui se respectaient énormément, comme si ce match aller était un petit peu un round d'observation où enfin peut-être pas d'observation, mais on mettait déjà les premières pierres de cette double confrontation en défense. Mais Handball a été, je pense, embêté par ce faux rythme par moment imprimé par Bucarest, qui est un système de jeu quand même très spécial, très centré sur Christina Neagou. C'est parfois compliqué de s'adapter, mais elle a quand même eu du déchet au tir, 9 sur 16. On ne peut pas l'empêcher de mettre ses buts, Christina Neagou, mais on peut au moins essayer de la gêner et de limiter son influence sur le terrain et ce qu'elle peut diffuser à ses partenaires. Je trouve que Metz Handball s'en est bien sorti parce que Bucarest a eu plusieurs fois un avantage de 2 buts. Aux alentours de la 40e, 45e minute, là, on a vu Metz Handball faire basculer les choses. Mais je pense quand même que sur ce match aller, la pression était plutôt sur Bucarest parce qu'on le sait, c'est compliqué d'aller refaire un retard comme ça au retour. Et Metz Handball a parfaitement su gérer cela et essayer d'imposer sur cette fin de match en tout cas ce qu'on a vu sur toutes les phases de poule en Ligue des Champions, ce qu'on a vu aussi l'année dernière lors du quart de finale aller. Donc voilà, prudence, parce que bien évidemment c'est pas terminé, mais on peut quand même être satisfait de ce qu'on a vu sur le match aller, surtout d'un point de vue défensif. Rémi, il y a une joueuse de Metz Handball qui a joué un rôle important pour obtenir ce résultat de plus 3. C'est Atadou Sako. À un moment donné, on a cru qu'elle allait frôler le 50% d'arrêt. Elle s'est arrêtée à 45% parce qu'elle est sympa, Atadou. Mais en vérité, elle a fait une deuxième mi-temps, mais phénoménale. Ouais, elle s'est mise au niveau. S'il devait y avoir un match des gardiennes entre Laura Gloser et Atadou Sako ce jour-là, c'est la gardienne de Metz qui l'a emporté. Laura Gloser n'a pas sorti le meilleur match de sa saison. On connaît toutes ses qualités, mais voilà, elle n'a pas semblé au top de sa forme, alors qu'Atadou Sako, c'est le symbole de la progression qu'elle affiche. C'est une joueuse qui va signer à Geur, donc c'est une joueuse qui maintenant est primordiale dans les matchs les plus importants. C'est une joueuse qui a aussi gagné des sélections et une expérience hors du commun avec l'équipe de France. Mais moi, ce que j'ai vu du match de Metz Handball, c'est on n'a pas vu le plus grand match de la saison, techniquement, en termes de handball, mais on a vu un vrai match au couteau entre deux équipes de très haut niveau, qui ne se sont pas fait de cadeaux, notamment sur le plan défensif. Je trouve que Metz Handball a grandi très vite par rapport au match. Moi, je le compare au match aller du championnat contre Brest, où Metz n'avait pas su répondre à l'agressivité des Brestoises, à des décisions d'arbitre qui sont parfois pas trop favorables. Cette fois, il n'y a pas eu de truc de genre. C'est-à-dire que même si parfois les décisions arbitrales ont pu paraître un peu contestables, encore que le match ne se joue pas du tout là-dessus, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais Metz Handball, c'est pas attardé là-dessus. Les filles n'ont pas apparu agacées, les filles ont répondu au coup, les filles ont été
au rendez-vous du combat de la défense. C'est symbolisé également par le nombre d'arrêts d'Atadou Sakho, parce que ça a très bien défendu devant elle. Elle les a pas fait toutes seules, ces arrêts, bien sûr. Et face à cette équipe, dans un climat qui n'est pas le plus facile en Roumanie, et ben Metz Handball a su ressortir de ce match avec 3 buts d'avance. On aurait préféré que ça s'arrête un petit peu avant, parce que le plus 5 qui nous convenait, Il était sympa le plus 5. il était vraiment très sympa. Mais moi, j'ai été vraiment conquis par cette équipe de Metz Handball, qui était peut-être pas au top de sa forme, mais qui a su faire un match de très haut niveau dans un contexte compliqué et se faciliter les choses avant le match retour, parce qu'on peut parler 1000 fois du match du Budapest, mais aussi parler des dizaines de fois où Metz Handball a bien su négocier un avantage acquis à l'aller dans des matchs de haut niveau. Écoute, ça tombe bien puisque mardi, Metz Handball tenait une conférence de presse et on a pu reparler à Emmanuel Mayonnatte de ce fameux match de l'année dernière contre le FTC qui a coûté cher et qui a fait mal derrière les têtes. On lui a demandé si ça allait jouer un rôle dans la préparation de cette semaine. Écoutez-le. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je pense que j'y ai pensé toute l'année, tout le temps, sauf depuis dimanche, assez étonnamment peut-être, parce que c'est inconscient, mais je me demande si c'est même pas la première fois peut-être que j'y pense, parce que je suis focus sur le match retour. Ça a été un traumatisme, je ne vais pas parler pour les autres, hein, mais très très fort, très très douloureux, professionnellement, qui je pense a eu un impact sur les gens qui m'ont accompagné aussi au quotidien, parce que c'est pas facile. Mais voilà, depuis dimanche, je suis concentré sur un objectif fort qui est d'obtenir la qualification. Et je suis pas en train de me dire, alors attends, l'année dernière, à ce moment-là, la première séance de reprise ou la deuxième, ou qu'est-ce qui fait que, etc. Bien sûr qu'on a dû rater les choses dans la dernière semaine, mais je crois aussi qu'on avait dû rater des choses en amont. Et qu'on a essayé tout au long de la saison de se rattraper par rapport à tout ça, dans nos agissements au quotidien, dans notre projet de jeu, notre façon de réinventer un petit peu les choses. Donc voilà, on espère tous ne pas avoir la revivre, mais voilà, moi je fais partie des gens qui pensent que si ça doit arriver, désolé pour vous, ça arrivera, et si on a fait ce qu'il fallait en amont, ça n'arrivera pas. Donc je suis assez tranquille. Olivier, malgré tout, le spectre de ce match de l'année dernière, il va un petit peu planer au-dessus des arènes. Est-ce qu'en cas de -1, -2, ça peut revenir dans la tête des joueuses, avoir un rapport négatif, ou c'est vraiment quelque chose qu'elles peuvent écarter dans le flux de l'action? Ça peut toujours. Maintenant, comme le dit très bien Manu, ça a été digéré. Metz Handball s'appuie sur les forces de cette année. Ils ont fait premier de la poule. Ils ont confirmé au cours de ce match aller qu'elles étaient l'une des meilleures équipes de Champions League. Et je ne crois pas que ça va se reproduire. Maintenant, il est évident qu'il y a 2 scénarios possibles, plus, mais je pense à 2. Metz qui part devant parce que Metz sait faire, est très bon en contre-attaque montée de balle. Et là, il n'y aura plus de match parce que je pense que Bucarest va s'écrouler. Maintenant, si c'est au mano-mano, 3 buts, c'est pas énorme. Mais je pense que les Messines ont tout à fait les moyens de garder de la lucidité et d'aller chercher dans un money time une qualification, ce qui est bien l'essentiel. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Metz Handball n'a pas fait un match extraordinaire, mais était au rendez-vous d'un grand rendez-vous. Voilà, tout simplement, avec de la grosse défense, avec du calme, avec de la sérénité, avec des joueuses qui ont été des leaders et qui ont fait de grandes performances. Donc, grande équipe et grande joueuse. Est-ce que parfois, c'est pas le mal de surpréparer un match? C'est-à-dire que Metz Handball a eu beaucoup de temps pour le travailler, ce match contre Bucarest, beaucoup de temps pour analyser de la vidéo. Emmanuel Mayonnatte disait qu'ils avaient regardé, je crois, une dizaine de matchs de Bucarest avec des analyses très, très spécifiques. Peut-être que parfois, à trop analyser une équipe, on en perd la spontanéité du jeu, non? Ça, c'est le boulot du coach. Non, mais Manu, c'est un très, très gros travailleur et il a basé toute sa réussite sur cette quantité de travail partagé avec les joueuses. C'est pas le moment de changer quoi que ce soit. Et voilà, c'est l'identité de Metz Handball de travailler énormément et il faut qu'il continue comme ça marche. Après, dans les têtes, il faudra que les filles soient suffisamment lucides, suffisamment relâchées pour pouvoir s'exprimer, quel que soit le scénario. Et il y a des joueuses qui ont montré la voie au match aller, à Tadou, Chloé, qui ont notamment été exceptionnelles. Messieurs, avant de clore cette partie d'émission, je vais vous demander qui sera pour vous le facteur X de ce match retour. Est-ce qu'il y a une joueuse qu'on n'attend pas qui peut peut-être surperformer? Est-ce que ça peut venir du coach? Est-ce que ça peut venir peut-être aussi de l'équipe adverse avec des joueuses qui auront peut-être envie de se montrer un petit peu plus? Arthur, je te sens prêt.
Allez, je vais peut-être un petit peu tricher parce que c'est une joueuse cadre, mais on l'a peut-être un poil moins vue au match aller, c'est Louise Winter-Burgard. Ouais. On se souvient, sans faire référence à ce quart de finale de l'an dernier, elle n'était pas là. Elle n'était pas Et là. ça joue quand même une joueuse comme Ça, Louise la joueuse, Winter-Burgard dans le combat, dans tout ce qu'elle amène en défense. Elle permet aussi de faire du lien en attaque et sur certains matchs, quand il faut sortir de sa boîte, elle est capable d'aller mettre des gros tirs, des buts importants dans le Money Time. Et en ce sens, à l'égard de son match aller, statistiquement parlant, bien évidemment, je pense qu'elle va être un facteur X dans ce match. On voit son attitude changer aussi sur ces grands matchs-là. C'est quelqu'un de très souriant en dehors des terrains, c'est quelqu'un de très concentré pendant les matchs. Mais là, contre Bucarest, on l'a vu énormément serrer les poings, serrer les dents. C'est une joueuse qui a envie de mettre de l'énergie, de montrer l'exemple. Pourquoi pas au match aller, là, elle a fait, je crois, 1 sur 5 au tir, mais elle a aussi quand même apporté pas mal de choses en défense et en énergie. Donc, ça peut être une des joueuses clés. Rémi, est-ce que tu as une autre joueuse en tête? Ouais, parce que je vais vous surprendre, moi je vais dire Jazz Chambertin. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Anna Viekareva est venue jouer aux arènes, elle avait été époustouflante pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et qui a éteint Viekareva? C'est quand Jazz Chambertin a été désigné pour lui mener la vie dure. Si Christina Neagu devait être dans un bon mood, c'est-à-dire qu'elle peut être la joueuse géniale qu'elle a été les dernières années, elle l'est peut-être un peu moins maintenant, mais on sait que c'est une joueuse qui, avec son seul génie, peut faire basculer un match. Et ben, je pense que Metz Handball a une arme, c'est Jazz Chambertin pour mener la vie dure à cette joueuse qui peut très facilement devenir le facteur X. Après, Olivier a tout à fait raison. Parfois, on peut se demander si elle n'est pas là, est-ce que les autres peuvent prendre de l'épaisseur, notamment les internationales françaises, et être plus bénéfiques pour le collectif du CSM Bucarest. Mais ça, c'est le problème du coach roumain, c'est pas le mien. Je pense que Christina Neagu va jouer. Et il fait du bien d'avoir des joueuses de devoir comme Jazz Chambertin, qui est peut-être pas une joueuse qu'on voit offensivement et qui prend la lumière du côté de Metz Handball, mais qui peut être hyper importante dans ce type de mission. Justement, Jazz Chambertin, c'est une joueuse, j'ai l'impression, moi, qui parfois a la pression de trop bien faire quand elle rentre sur le terrain. Il suffit de la voir un petit peu à l'entraînement. Elle lâche son bras, elle lâche son jeu et elle est beaucoup plus décisive dans ces moments-là. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison que quand elle a été utilisée sur des secteurs très précis, une street, etc., elle a été plus performante parce qu'elle est beaucoup plus concentrée sur un aspect précis du jeu. En tout cas, on va voir ce que ça peut donner. Olivier, est-ce qu'il y a un facteur X de votre côté, quelque chose qui pourrait se passer du côté messin comme du côté roumain, hein? Il y a pas de... Je pense que moi, je vais penser à des joueuses françaises. Forcément. Il y a quand même 2 joueuses françaises qui peuvent faire nettement mieux à Bucarest, c'est Grace et Laura Flip. Et il va falloir se méfier des deux parce que c'est des grandes joueuses qui ont été en difficulté sur le match aller. Alors après, elles n'ont pas été en difficulté par hasard. Notamment, c'est vrai que le secteur gauche de la défense messine est souvent très solide. Mais il faudra s'en méfier. Par contre, je vous redis ce que je vous ai dit. C'est une équipe qui est très compliquée à manager. Et alors, est-ce qu'il va essayer de faire des choix, on va dire, sur certains postes, en condamnant une joueuse pour remettre l'autre en avant, ou est-ce qu'il va jongler comme il a essayé de jongler? C'est son problème. On va voir comment ça se passe. En tout cas, on évoquait Laura Flip. Peut-être un mot sur le fait qu'elle revienne à Metz Handball la saison prochaine. Finalement, elle a un petit peu bouclé la boucle en partant à l'étranger. Elle revient au pays. Oui, je pense que c'est un projet handballistique, mais c'est aussi un projet de vie. Elle avait envie d'aller jouer à l'étranger. Je pense que ça lui correspond pas forcément. Il vaut mieux bâtir quelque chose chez elle de stable au niveau personnel. Par contre, Laura Flip, elle n'a pas fait un bon match, mais elle est en grande forme. Et en termes de débordement, elle passe à peu près qui elle veut quand elle veut. Pas sur le match aller. Il restera pour elle les problèmes de finition. On va voir ce que ça peut donner sur ce match retour. En tout cas, une chose est sûre, il sera haletant. On l'a plutôt bien débroussaillé. On va laisser le terrain parler. Donc, ce sera samedi à 16h, comme nous en parlions. Les arènes devraient faire honneur à ce niveau de compétition. Il y aura une grosse ambiance. Les arènes seront pleines. Il y aura également un accueil sur le parvis, comme on a pu le voir l'année dernière sur certains matchs importants. Ça peut donner de l'énergie. On a hâte de retrouver tout cela. Ce sont les grands matchs qu'on aime voir cette saison. En tout cas, pour le moment, il est temps de marquer une pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants avec des échanges sur le match suivant des Dragons, mais surtout une page sur l'équipe de France. Ne quittez pas, on revient.
Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec Olivier Crumbles et nos chroniqueurs Rémi Alésine et Arthur Carmier. Nous avons encore un très beau programme. Je vous laisse retrouver tranquillement vos fauteuils. C'est l'heure de la deuxième mi-temps. Qualification au Final Four ou non ce samedi, la tension ne redescendra pas puisque pas plus tard que mercredi, il y aura un autre match parmi les plus importants de la saison à disputer. Le match retour face à Brest en Ligue Butagaz Énergie pourrait donner une forte indication de l'équipe qui soulèvera le trophée de championne de France dans quelques semaines. Arthur, on se souvient du match aller, ce match à couteau tiré jusque dans les derniers instants, un jet de 7 mètres manqué de Kristina Jorgensen qui aurait pu donner un match nul et qui finalement se termine à -1. C'était un match incroyable. Ouais, tu m'ôtes les mots de la bouche. Ce match aurait très bien pu se terminer sur un match nul avec ce dernier jet de 7 mètres de Kristina Jorgensen. Un match incroyable dans l'intensité, dans le scénario, dans ce qu'a pu montrer, je pense, Brest en termes de courage et de combativité. Mais Sandball a aussi répondu à ce combat, mais a manqué de quelque chose dans ce Money Time. Habituellement, sur ce type de match, on a très souvent des joueuses qui peuvent faire la différence sur certains matchs de Ligue Butagaz Énergie où Metz est au-dessus sur le papier, mais se fait un petit peu entraîner dans un match piège. Là, ça n'a pas été le cas. Et peut-être que ce match, avec le recul, a peut-être changé des choses dans la mentalité de l'équipe à l'approche de ces matchs de championnat, parce qu'il n'y a plus le droit à l'erreur, forcément. Mais Sandball a rempli sa part du contrat en championnat jusqu'à disputer, s'offrir ce match à Brest, où tout est encore possible. L'avantage psychologique, même si Metz est derrière en championnat, il est peut-être du côté des Dragons, du fait de cette demi-finale de Coupe de France gagnée là-bas. On connaît la recette pour aller gagner à Brest. L'élimination de Brest en Ligue des Champions a fait beaucoup de mal aussi aux têtes. Et je me dis, j'ai envie de faire un petit peu de handball fiction, de donner le sourire et de faire un petit peu de positivisme. Peut-être que l'éventuelle qualification de Metz Handball en Ligue des Champions pourra les porter jusqu'à ce match de Brest dans l'optimisme, dans la joie et d'être bien. Ce qui veut dire qu'en cas de non-qualification, ça sombre dans la dépression et ça sombre à Brest. C'est ça ton handball fiction ou... Absolument pas, parce que comme le disait un sage Olivier Crumbles en off, il va falloir se servir de ce match-là, quoi qu'il arrive, de Ligue des Champions, même si c'est pas la même compétition, pour aller faire quelque chose à Brest. Et quoi qu'il arrive, je pense que Metz Handball aura les ressorts psychologiques, mais on a envie que ce soit des ressorts psychologiques sur une victoire et qu'on puisse surfer justement sur cette éventuelle qualification. On met encore éventuelle, on va pas mettre la charrue avant les bœufs pour essayer d'aller faire le coup à Brest pour cette finale de championnat avant l'heure. Rémi, justement, Arthur l'a un petit peu évoqué, il s'est passé pas mal de choses depuis le match aller de championnat. Brest a été éliminé de Ligue des Champions, a été éliminé de Coupe de France, ce fameux match contre Metz Handball que Metz avait extrêmement bien entamé après des semaines de début de match manqués. Ça a changé aussi peut-être un petit peu la dynamique. Ouais, c'est pour ça, parce qu'avant d'aborder ce Metz-Brest, on va se focaliser sur les confrontations directes entre les deux équipes. C'est deux matchs qui se ressemblent pas du tout. Non. Je suis pas d'accord quand Arthur a dit que Metz avait été au rendez-vous du combat du match aller. Moi, je pense pas. Je trouve que Metz était tombé dans le piège de ce match plein d'agressivité positive, l'agressivité des Brestoises, parce que cette saison, je parle bien de cette saison, si je regarde les deux effectifs, je trouve que Metz Handball qualitativement est meilleur que Brest. Et Brest a eu l'intelligence de venir à Metz Handball en posant le ballon sur un terrain de jeu où Metz Handball ne l'attendait pas. C'était celui-là de l'agressivité. Metz Handball s'était très vite agacé et au final avait perdu d'un petit but. Le match de Coupe de France, je pense, lui non plus, n'offre pas le meilleur panorama du rapport de force entre Metz et Brest, puisqu'il ne vaut pas la déculottée qu'avait su infliger Metz Handball à Brest. Je pense qu'à ce moment-là, c'était une mauvaise passe pour les Brestoises. Ça a coïncidé un petit peu avec l'élimination en Ligue des Champions. Et là, on est sur un match où le contexte sera complètement différent. Il sera complètement différent dans la tête des Dragons, déjà par rapport à ce qui va se passer ce week-end en Ligue des Champions. Donc très positif ou très négatif. On espère que ce sera très, très positif. Et il sera différent dans la mesure où Brest a l'avantage pour l'instant. Le sans faute, ce sont elles qui sont en train de le réaliser. Et le trophée de champion de France, même s'il ne sera pas décerné après ce match-là, parce qu'il en restera, il va forcément... C'est une fausse finale, on peut dire. Je dirais pas finale, parce que ce serait faire injure aux matchs qui arrivent, qui suivront.
Mais en tout cas, si Metz Handball doit le perdre, ce championnat, ce sera contre Brest. Voilà, là, il n'y a pas le choix. Voilà, donc j'ai confiance parce que Metz Handball ne tombera pas dans le piège de l'agressivité cette fois. À Bucarest, c'était un match très, très agressif et Metz Handball a largement su répondre présent. Les Brestoises ne sont pas dans le climat de confiance, de déconfiance qui était le leur après leur élimination en Coupe d'Europe. On a bien vu les matchs contre Toulon et Nice récemment. Il n'y a pas eu de piège pour Brest. Elles sont condamnées au sans faute si elles doivent être... Enfin, condamnées moins que Metz Handball, mais elles doivent également faire quand même une sorte de sans faute si elles doivent être championnes de France. Elles ont largement dominé les autres équipes du championnat, en tout cas sur les matchs récents. Donc, ouais, on attend ce match. Il est toujours un petit peu dommage que les matchs les plus importants se suivent avec des intervalles aussi réduits. Voilà. Pour l'intégrité physique des joueuses, c'est pas non plus le top non plus. Ouais, ça force à mettre de l'intensité dans plusieurs matchs d'affilée. Tu as assez raison d'ailleurs sur l'agressivité. Certes, Metz était dans ce challenge-là, mais comme tu le dis, peut-être que Metz n'a pas réussi à dérouler son jeu comme il le fallait. Ah ouais, la clé, ça va être ne pas se défiler, évidemment, répondre justement à ce défi physique sans pour autant dénaturer son jeu. Peut-être que Metz n'avait pas réussi ça à l'aller, sans doute même si le jeu de Metz est d'une certaine légèreté, un jeu chatoyant avec beaucoup de jeux rapides, il faut réussir à le mettre en place quand il y a ce type de réponse en face. Alors Olivier, on a parlé des joueuses qui doivent se montrer sur le face-à-face TSM et Metz Handball. Sur ce match entre Brest et Metz Handball, c'est pas mal non plus niveau équipe de France. Ah oui, hein. On a toute l'ossature qui sera présente. En 6 jours, il voit tout le monde. Oui, Revue d'effectifs. vous avez là, Metz-Brest, vous avez des face-à-face les uns à côté des autres. Donc, on ne peut pas tous les citer, mais c'est vrai que ça va être un match important. Le pénalty raté à la fin du match aller, pour moi, il n'a aucune importance. Parce qu'elles aient perdu d'un but ou gagné d'un but ou fait match nul, ça revient au même, d'autant plus qu'aucun des deux n'a fait de faux pas contre d'autres équipes. Et à partir de ce moment-là, c'est effectivement une finale et il faudra que Metz la gagne. Au moins d'un but, puisque Metz a l'avantage du goal average général et en cas de victoire d'un but, je pense que le titre, sauf erreur de ma part, reviendra à Metz. Moi, je donnerais aussi un petit avantage à Metz, parce que c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, Metz est plus régulier, plus puissant, plus à l'aise. Voilà, il faut qu'elles jouent leur jeu. Il y a de la fatigue, c'est vrai, mais fatigue d'un côté et manque de rythme peut-être de l'autre. Et on sait que des fois, le rythme imposé par les derniers matchs, ce qui va être le cas pour Metz Handball, qui a fait 2 gros matchs dans les 10 derniers jours, ça peut être un aspect favorable. Après, Manu a l'habitude de faire beaucoup jouer ses meilleures joueuses. Est-ce qu'il va essayer peut-être d'en économiser certaines, mais encore faudrait-il qu'il en ait les moyens. Et de toute façon, Metz Handball fonctionne comme ça. Chloé va jouer 55 minutes et va rejouer 55 minutes le mercredi. Et il faudra qu'elle tienne de choc. Et je pense que, en tout cas, on verra une très belle finale. Et c'est important pour le handball féminin, une salle pleine à Metz, salle pleine à Brest 4 jours après. Le handball féminin fait son chemin en France. Ouais, c'est dire l'attractivité. Ça change de ce que vous avez vu en Italie récemment pendant le stage de l'équipe de France où c'était plutôt vide. Oui, on ne mesure pas la chance que l'on a. On a joué à Clermont-Ferrand contre 2 jeunes Roumaines, c'est plein tout le temps, avec que des personnes qui payent leur place. Il y a un élan extraordinaire dans le handball féminin et j'espère bien je suis sûr qu'on va le voir cet été aussi. Oh oui, ça va se poursuivre pour les Jeux Olympiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Revenons au match, il y a un facteur à prendre en compte aussi, c'est peut-être la dernière quête de cette équipe brestoise, du coach à la capitaine, en passant par les jokers. Il y a, je crois, 13 personnes qui vont quitter le club à la fin de saison. Elles sont éliminées de Champions League, elles sont éliminées de Coupe de France. Le championnat, c'est un peu leur dernière mission et elles vont tout donner là-dedans, Arthur. Après, sans faire injure à un autre club qui n'est pas loin de Brest, Nantes aussi a beaucoup de joueuses qui vont s'en aller et pourtant, elles n'ont pas réussi à atteindre certains objectifs, notamment la finale de Coupe de France. Effectivement, ça peut-être rajouter quelque chose en plus, mais je ne pense pas que ce tout petit quelque chose en plus
va être une source de motivation supplémentaire par rapport à la motivation de Metz Handball qui a encore, on parlait de matchs qu'on a derrière la tête. Ce match aller, il est forcément dans le coin de la tête des Messines. Elles l'ont traîné un petit peu entre guillemets toute la saison. Le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur pour s'offrir une chance de repasser devant Brest au bon moment, au moment venu pour ce 8 mai. Donc je pense pas que ça joue des masses. Rémi, je t'ai vu un petit peu sourire. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce départ de 13 personnes dans le club et le fait que ce soit la dernière quête pour Brest? Et comme on a dit, c'est le problème du coach du Chesney de gérer le Canet-à-Goût. C'est le problème des Brestois et pas du tout le problème de Metz Handball. On comprend la volonté de finir sur une bonne note. On comprend, et parce qu'on l'a vécu aussi, le spectre de la saison blanche quand les objectifs de début de saison sont tout autres. Mais on peut s'apitoyer et on peut aussi voir que saison blanche pour Brest, c'est possible. Saison blanche pour Metz Handball, c'est possible. Oui. Voilà, je veux pas être le chat noir, hein, mais la Coupe de France n'est pas gagnée. La Ligue des Champions non plus, le Final Four n'est encore pas atteint et le championnat est loin d'être gagné. Voilà, donc il y a aussi les joueuses de Metz Handball qui veulent finir sur une bonne note parce qu'elles partiront l'année prochaine et pas des moindres. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de sentiments, je pense que personne n'a envie d'en faire. Il sera temps de distribuer les bouquets de fleurs à la fin de la saison et de voir quel trophée on leur adjoint. Et pour le moment, concentrons-nous sur ce qui arrive, c'est-à-dire le match de samedi, le match de mercredi, et on fera les comptes après. En tout cas, quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris du côté de la Brest Arena. Grâce à Rémi, on a saupoudré un petit peu tout ça de suspense supplémentaire. Et donc ce sera bien sûr mercredi. Dragon Mag, l'équipe ne sera pas très loin de l'événement. On vous en dira plus prochainement. Pour l'heure, il est temps de passer à la conférence de presse. Alors Olivier, sans surprise, on a énormément forcément de questions à poser. Je vais ouvrir le bal. J'en ai parlé récemment avec Chloé Valentini. J'ai l'impression que le sacre mondial qui date de décembre, on l'a très vite rangé dans une étagère, on l'a presque oublié parce que en ligne de mire, il y a les Jeux Olympiques et que c'est presque passé à la trappe. J'imagine que dans le cœur d'un sélectionneur, un sacre mondial comme celui-là, ça ne s'efface pas si facilement des mémoires. C'est vrai qu'on s'est beaucoup projeté, mais par contre, ce titre reste un moment exceptionnel et un événement important par rapport aux Jeux Olympiques. Parce qu'il est bien évident que dans la construction de l'équipe olympique, on ira rechercher des informations par rapport à ce titre et que celles qui ont été championnes du monde en décembre ont marqué des points, surtout si elles ont été bonnes, elles ont été efficaces. Et c'est vrai que ça éclaircit un peu le chemin, mais en 6 mois, il y a des choses qui peuvent changer. Il peut y avoir des baisses de régime, il peut y avoir des joueuses qui progressent. Et voilà, j'ai toujours été déterminé à faire, pas forcément la meilleure équipe, mais l'équipe qui peut gagner, quitte à prendre des risques. Et je le ferai toujours. Mais en décembre, on a vu une très, très, très belle équipe de France capable de ne pas perdre de match, capable de battre 2 fois la Norvège. Alors déjà, battre la Norvège une fois, c'est assez exceptionnel. Mais les battre 2 fois dans 2 matchs qui étaient très importants, puisque je pense que la première défaite a changé énormément de choses dans le rapport de force entre les 2 équipes, et puis surtout a offert à la France un programme plus abordable. Donc ça reste un événement exceptionnel, mais on se projette tellement vers les Jeux, ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est la compétition du siècle, qu'effectivement on a rangé un petit peu sur le côté la médaille. Depuis, il s'est passé 2-3 choses. Il y a eu les matchs de qualification pour l'Euro. Il y a eu aussi une semaine de préparation olympique avec des tests physiques, des choses que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de faire par le passé. Ce match contre la Roumanie, ce dernier stage, il a apporté satisfaction pour le sélectionneur que vous êtes? Pas totalement. Pas totalement, parce que c'est vrai que depuis un bon moment, on domine nos adversaires, certaines fois de manière énorme, hein, puisqu'on avait passé 20 buts d'écart à la Slovénie qui préparait le TQO. Et là, contre les jeunes Roumaines, manifestement, on n'était pas dans le bon jour. Ça fait une piqûre de rappel, c'est bien. Ça nous permet de savoir qu'on n'est pas dépositaire d'un savoir-faire de réussite. Et que dès qu'on baisse un petit peu dans l'intensité du combat, dans la préparation, eh bien notre niveau peut chuter, comme n'importe quelle équipe. Donc c'est un avertissement sans frais.
On reste invaincu depuis janvier 23. Je n'arrive plus à compter les matchs, mais plus de 20 matchs gagnés d'affilée. C'est quand même énorme, en ayant battu quasiment toutes les grandes équipes. Il faut rester sur cette dynamique le plus longtemps possible. Même si on n'a pas choisi la facilité, puisqu'en préparation, on va jouer 2 fois la Norvège. Et ça ne va pas être facile de les battre 2 fois en 2 jours. Mais bon, l'équipe de France, maintenant, a un statut à assumer. Et elle doit montrer que ce n'est pas par hasard qu'elle a été championne olympique, même si j'ai la sensation que sur ce mois de décembre, les planètes se sont alignées pour nous quand même. Ça change beaucoup de choses dans votre management parce que vous avez gagné depuis longtemps des titres avec l'équipe de France, mais elle n'a jamais été aussi dominante. Elle a parfois gagné en étant outsider, je pense notamment à 2003, mais on peut parler d'autres titres également. Là, vous êtes la nation dominante du handball féminin. Est-ce que dans votre management, ça change quelque chose ? Ça change dans la confiance qu'on a quand on aborde les événements, quand on aborde les matchs. Je crois que l'équipe de France s'est construite définitivement une identité en termes de jeu. Et on y travaille sur l'identité collective, parce que c'est vrai qu'on veut développer dans le jeu sur tout le terrain le jeu le plus rapide possible. Et on a des joueuses pour le faire, parce qu'il faut beaucoup de vitesse d'exécution dans les courses, mais il faut aussi un maniement du ballon exceptionnel, à l'image de Chloé, qui est capable d'attraper en contre-attaque, montée de balle, des ballons difficiles, voire impossibles. Et ensuite, je crois qu'on a franchi un cap par rapport à la reconnaissance de ce que peuvent faire les joueuses sur le terrain et de ce qu'elles ne peuvent pas faire par elles-mêmes. Que chaque joueuse sait quelles sont les formes de jeu sur lesquelles elle peut être efficace et quelles sont les formes de jeu sur lesquelles elle risque d'être en danger. Chacun doit jouer son jeu et collectivement, et on est capable d'adapter le jeu, qu'on ait par exemple sur le poste arrière gauche Estelle Zemenko ou Orlan Canor, ça n'a absolument rien à voir. C'est sûr. Rien du tout, c'est pas les mêmes joueuses. Mais on est capable de travailler pour les mettre en position de tir. Arthur ? J'ai une question, on vous l'a peut-être déjà posée 100 fois, mais ça me fascine toujours autant. Déjà, votre longévité et comment vous avez réussi à faire évoluer votre management en sélection nationale pour les résultats qu'on connaît. La preuve, la réussite de l'équipe de France est absolument exceptionnelle ces dernières années. Comment on arrive à faire cela en tant que coach ? On est parti pour 2 heures là, Arthur, avec la question. On peut parler. Non, mais je pense qu'il y a une évolution nécessaire dans le parcours d'un coach. Comme je dis toujours, les jeunes coachs sont souvent des anciens joueurs frustrés de plus pouvoir agir de manière directe. Quand on a compris qu'on ne peut agir que de manière indirecte, quand on a compris qu'on réussit essentiellement au travers de la performance des autres, eh bien, on change son coaching. Moi, j'ai compris aussi que ces filles avaient besoin d'un staff très renforcé autour d'elle. Il y a un très gros staff. Le domaine sur lequel on excelle, notamment, c'est le domaine médical. 3 kinés, un médecin, plus d'autres accompagnements, des filles qui se font opérer par les meilleurs chirurgiens français, etc., etc. On a vraiment un réseau exceptionnel, mais pas que. Il y a une grosse équipe autour d'elle parce que c'est elles qui vont faire le résultat. Et dans le coaching moderne, ce qu'il faut savoir faire, c'est d'être capable à la fois de faire preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité parfois. C'est la grande difficulté. Si vous faites que de l'autoritarisme, ça ne va pas fonctionner. Et si vous êtes trop bienveillant et jamais autoritaire, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc j'essaye d'être le plus souvent possible bienveillant, mais quand il faut taper du poing sur la table, eh ben, je suis encore capable de taper du poing sur la table, soit avec les joueuses, soit avec le staff. Alors, je suis obligé d'évoquer un dossier, encore une fois, qui a peut-être déjà été évoqué beaucoup ces derniers temps, c'est celui de la liste. Ça se rapproche de plus en plus. Cette liste pour les JO, elle est resserrée. C'est 14 joueuses plus 3 remplaçantes, alors que sur les mondiaux ou sur les autres compétitions, on peut être un petit peu plus large. Est-ce que c'est, même si c'est la 7e fois que vous devez le faire, est-ce que c'est un choix qui est toujours aussi compliqué ? Toujours aussi compliqué, voire encore plus compliqué, parce que par le fait que les Jeux Olympiques ont lieu en France, c'est un événement exceptionnel pour toutes les joueuses susceptibles de participer, parce que quoi qu'il arrive, cette compétition, c'est la plus grande compétition pour la totalité des joueuses françaises. Qu'elles aient 33 ou 34 ans, ou qu'elles en aient 20 ou 21 ou 22. Plus jamais elles pourront faire les Jeux Olympiques en France. Ouais. Donc, l'enjeu est énorme pour elles, mais moi, ce que je retiens, c'est l'enjeu par rapport à l'équipe,
Hein, nul n'est plus important que l'équipe. Et il y aura de la souffrance. Mais il ne faut pas oublier que quand vous donnez une liste de 14, vous avez malheureusement éliminé un certain nombre de joueuses, mais vous faites aussi 14 heureuses. Et il faut y penser des fois. C'est-à-dire que le jour de la liste, eh bien, ça va être un grand moment et ça va être un moment exceptionnel pour celles qui seront sélectionnées. Ce qui est important aussi, c'est le choix des 3 remplaçantes. On aura droit à 3 changements. 3 remplaçantes, ça double pas les postes. Hein, il va falloir être très vigilant sur les filles qui vont nous accompagner et qui risquent de rentrer dans le groupe, théoriquement, pour raison de blessure. Il y a la liste des joueuses et puis il y a aussi la liste des adversaires. On les connaît depuis quelques temps. Il y a eu un tirage au sort, un choix de poule qui a été fait aussi. Est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur ce choix ? Oui, c'était un choix difficile parce que on espérait un petit peu, au moment du choix, avoir la Norvège d'un côté et le Danemark de l'autre. Parce que c'est vrai que sur les dernières années, on voit une Norvège exceptionnelle, stable, et puis une équipe du Danemark qui grignote vers la France et la Norvège, et qui me semble être une équipe extrêmement dangereuse. Dans ce cas-là, on serait parti dans la poule de la Norvège pour avoir la garantie de ne pas les rencontrer jusqu'à la finale. Là, ça me paraissait très compliqué d'aller dans cette poule. Je préférais aller dans l'autre, hein, qui est aussi une bonne poule, l'Espagne et la Hollande. Alors, ce qui va être complexe, c'est de gérer le quart de finale, parce que quoi qu'il arrive, on va avoir une équipe extrêmement solide en quart de finale. Alors, si je dois faire un petit pari, et a priori, c'est sûr que je vais me tromper, parce que quand je fais un pari, je me trompe tout le temps, mais la logique dans les rapports de force devrait être de jouer soit l'Allemagne, soit la Suède en quart de finale. On arrive doucement vers la fin de cette émission, mais Rémi, j'ai envie de te réserver une dernière question. Elle est à toi. On parle des JO, on parle d'engouement. J'ai fouillé dans mes souvenirs, mais j'ai pas souvenir qu'après d'autres titres, il y a eu un tel engouement autour de cette équipe de France. Vous remplissez des salles dans des villes qui ne sont pas forcément des terres de handball féminin. Les filles passent dans des émissions de télé ou de radio nationale. Est-ce que vous l'aviez déjà vécu? Est-ce qu'à titre personnel, vous répondez à plus de sollicitations avec cette équipe de France-là qu'avec les équipes de France d'avant? Et est-ce que c'est forcément agréable avant d'affronter la plus grande compétition de votre carrière, puisque c'est aussi celle de votre carrière aussi? Ouais. Bon, on va pas se plaindre, hein. On va pas se plaindre. D'abord, c'est une belle notoriété, mais ça a rien à voir. C'est pas une notoriété qui pèse. Ouais. Je suis pas arrêté tous les 3 mètres à la gare de l'Est par quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est une montée progressive de cette équipe et avec un dernier élan énorme. Alors, il s'est passé quelque chose, c'est sûr, en décembre, mais il s'est passé quelque chose en janvier aussi. Parce que le handball a fait parler de lui par les filles en décembre. Et l'Euro derrière des garçons a été exceptionnel, alors notamment sur un but exceptionnel, un scénario fabuleux. Et aujourd'hui, les Français, ils disent sport co qui gagne, et c'est le handball. Et le handball, en plus, on en parlait tout à l'heure, quand c'est bien filmé, c'est un spectacle extraordinaire, c'est télégénique, il y a beaucoup de buts, il y a beaucoup de renversements de rapports de force, et les gens adorent. Les gens adorent le handball. Une fois qu'il est bien filmé, avec les ralentis qu'il faut, c'est un spectacle extraordinaire, soit dans la salle, soit devant sa télé. Bon, merci en tout cas Olivier d'avoir été avec nous. On a très hâte de retrouver l'équipe de France aux Jeux Olympiques. C'est dans, je crois, 84 jours. L'équipe de France démarre un jour avant la cérémonie d'ouverture. Ça va être un événement incroyable. On va suivre tout ça de très près. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. Il sera un tout petit peu spécial, vous verrez. Ce sera vendredi à 18h30. D'ici là, bon handball.